Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on débriefe l'étape numéro 5 du Tour de France 2024. Alors on va débriefer l'étape numéro 5 et puis vous allez avoir le débrief de l'étape numéro 4 qui va arriver dans la soirée. L'étape que je n'ai pas faite hier, voilà, j'avais un rendez-vous, ça m'a un peu cassé les pattes sur l'après-midi pour tout vous dire, j'étais un peu flagada. Voilà, j'ai vu l'étape hier mais J'étais un peu fatigué, donc le temps de tout requinquer un petit peu, je préfère faire les vidéos aujourd'hui. Il y aura les vidéos de Vuelta, je sais pas si je les commence ce soir ou si je les commence demain, mais elles seront là demain, les vidéos Vuelta. Il y aura la présentation de la première étape de la Vuelta aussi qui va arriver. Enfin voilà, j'ai énormément de vidéos qui vont arriver dans les 2 prochains jours. Ce qui fait que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont les concurrentes qui vous ont plu, quelles sont les concurrentes qui vous ont déçu. On parlera bien entendu de la chute de Demi Vollering dans cette vidéo. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment la Volta, notamment le Tour de France Femmes, qui a lieu en ce moment, bientôt les Paralympiques aussi. Et puis il y aura peut-être une vidéo sur les derniers transferts, un deuxième point transfert, un point également sur le classement UCI. Je sais pas quand il arrivera, mais ça serait bien de le faire avant la Volta, mais je sais pas si j'aurai le temps. Voilà. Mais un bilan en ce moment des points UCI. Bon, on commence tout de suite avec cette étape numéro 5. Première étape en France. Et oui, parce qu'on partait de Bastogne pour aller à Amnéville. Et une arrivée légèrement en bosse, un final un petit peu vallonné. Alors pas autant que demain du côté de Morteau, mais il y avait quand même des petites bosses, des bossounettes sur le parcours de cette journée. Alors bien entendu, ça a été marqué... déjà, ça a été une étape qui a été assez surprenante dans son déroulement. Ça a été un déroulement très particulier. À un moment, on avait le peloton cassé en deux. On a eu ensuite un petit groupe de 3 qui est sorti. Le peloton qui roulait pas trop derrière et puis qui s'est activé à partir de 30 km de l'arrivée. Le peloton est revenu très vite au final sur les filles de devant. Mais il y a eu... mais on n'est pas revenu suffisamment vite pour aller prendre les points du sprint d'intermédiaire. Donc là où c'est un petit peu raté en termes de stratégie parce que les secondes de bonification, on les a pas prises au final du côté des équipes de leaders. Et puis ce final avec ce virage qui n'était pas évident. C'était en fait une intersection. Vous aviez... on était sur la route principale et la course partait un peu sur la gauche. Et ça faisait une sorte de petite... je sais pas, de petite entrée d'autoroute, on va dire. Voilà, ça se séparait un petit peu avec un virage un peu arrondi. Et je pense que les filles ont glissé parce que souvent dans ce genre de situation, vous avez des graviers. Je le sais par chez moi, vous avez quelques intersections qui ont un peu cette forme-là. Et souvent, sur l'extérieur, vous avez des graviers. C'est-à-dire que comme les voitures ont des trajectoires, les motos ont des trajectoires, qui font qu'elles vont déplacer un petit peu le gravier plutôt vers l'extérieur. Sauf que l'extérieur, c'est en fait la trajectoire pour aller sur cette route-là. Si cette route-là n'est pas la route prioritaire, c'est pas la route où il y a le plus de voitures, eh bien souvent il peut y avoir des graviers qui se situent sur les 40-50 premiers mètres. Moi, en bas de chez moi par exemple c'est comme ça, il y a une sorte un peu de bifurcation et vous avez une zone avec des graviers. Il faut éviter cette zone. Et là, je pense certaines filles ont roulé dans cette zone-là et ça a été patatras parce que dès qu'elles ont voulu mettre de l'angle, elles n'ont pas réussi à prendre de l'angle. Elles sont tombées quand même très vite. Je pense qu'on a été bien à 60 à l'heure à cet endroit-là. Et une chute au-delà de 50, même si on pense qu'elle est anodine, elle n'est absolument pas anodine. Une chute à cette vitesse-là, ça a toujours des conséquences. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais c'est vrai que c'est tombé à haute vitesse. Et puis après, donc, il y a ce petit groupe qui s'est formé juste après la chute, parce que ça a complètement désorganisé le peloton, surtout que c'est la SD Works qui est tombée en majorité et que c'était elle qui menait le peloton. Et puis très vite on a compris que Niewiadoma avait compris qu'il fallait reprendre du temps parce que la chute arrivait à 8 bornes de l'arrivée, donc il n'allait pas avoir de reclassement pour Vollering, il fallait y aller. Et Niewiadoma a complètement compris le truc, avec Chloé Daigert aussi, la Canyon SRAM a roulé.
c'est comme ça, la chute, il y a des règles, oui, à 3 km de l'arrivée, bah, là on était sur une chute certes importante, mais bon, c'est plus un fait de course dans ce genre de phénomène-là, parce que déjà, est-ce qu'elles ont vu tout de suite que Vollering était tombé, ce n'était pas sûr. Et bon, bah, on était quand même encore à 8 km de l'arrivée, donc à 8 km de l'arrivée, bah, faut tenter le coup, hein. Ça fait partie du cyclisme, les chutes. Bon, bah voilà, quand il y a quelqu'un qui est à terre, ça peut être une opportunité. C'est pas gagné de manière jolie, ça c'est clair et net. Mais bon, pour gagner un Tour de France, tu gagnes pas toujours de manière jolie. Euh, Moi, par exemple, quand Contador attaque, bon, Andy Schleck, au final, c'est Andy Schleck qui a gagné ce Tour de France-là après son déclassement. Mais quand Contador attaque, moi, ce qui m'avait pas énervé, c'est pas que Contador attaque. Il avait le droit de le faire quand Andy Schleck déraille. Moi, ce qui m'avait énervé, c'est qu'il assume pas Contador. Moi, ce qui m'avait énervé, c'est qu'il dise ah non, je l'ai pas vu. Alors qu'on voit bien qu'il le voit, Contador. On le voit bien qu'il regarde derrière, il voit que le mec déraille. Moi, ce qui m'avait énervé, c'était ça. Il avait décidé d'attaquer. Bon, bah voilà, il voit que son adversaire est en difficulté sur un problème mécanique. Bon, bah t'attaques, pardon. Ça peut arriver. C'est pas de gagner de manière jolie, mais moi, ce qui m'avait énervé, c'est qu'il assume pas du tout quoi ce qu'il avait fait. Contador, bah t'assumes. Voilà, hein, t'as gagné de cette manière-là. Quand Jérôme Cousin bat Nils Politt sur Paris-Nice, bah, il assume de l'avoir fait rouler à 100%. Il y en a d'autres qui l'avaient fait, hein, mais ce jour-là, voilà, il assume. Il dit Jérôme Cousin, c'est peut-être pas la course la plus belle que j'ai faite, mais celle-là, je voulais la gagner et j'ai tout fait pour gagner. Donc de rouler de cette manière-là. Bon, on regarde tout de suite la note de l'étape. Moi, j'ai mis un 16 sur 20. Il s'est passé des choses aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses. Je range mes stylos en même temps. Non, il s'est passé beaucoup de choses du côté de cette étape. Et je trouve que le scénario, je ne m'attendais pas du tout à ça. Même si j'avais prédit la vainqueur du jour. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce scénario-là. Ça a été assez fouillis. Mais c'était intéressant parce que tu voyais que personne n'avait vraiment la maîtrise de la course. C'était presque du cyclisme qu'on avait chez les garçons il y a, je dirais, plus de 15 ans, quand les équipes n'étaient pas aussi professionnelles et que parfois il y avait des erreurs sur certaines étapes de plat où tu avais l'échappée qui allait au bout. Là, il y a un moment, je me disais, putain, on leur laisse 2 minutes 30, 2 minutes 45, elles sont pas parties si loin de l'arrivée que ça. Donc je me disais, bon, il va falloir quand même cravacher derrière. La SD Works s'y met. Je me disais, bon, la SD Works s'y met, mais ils auraient pu attendre que ça soit la Visma Lease the Bike aussi, hein, pour Marianne Vos, surtout que les filles devant étaient, la plus proche était à 3,50, donc c'était pas non plus extrêmement dangereux, et puis même à 3,50, elle aurait eu du mal à gagner la course. Et c'est vrai que la note, pour moi, c'est un beau 16 sur 20, parce que je m'attendais pas à ce scénario-là du tout. Autant la veille, j'ai mis un peu moins, mais parce que je m'attendais à ce que ça se passe de cette manière-là, et voilà, ça a répondu à mes attentes, mais pas beaucoup plus. Autant là aujourd'hui, j'ai trouvé que par rapport à ce que j'attendais de cette étape, ça a été beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je mets un 16 sur 20, parce qu'il s'est passé des choses. C'est une étape qui aura des conséquences sur le Tour de France, on s'y attendait pas. Non, et puis il y a eu de la bagarre sur la fin, il y a eu de la bagarre aussi voilà, entre l'échappée et les Canyon, pas les Canyon, les SD Works. Donc non, ça a été une belle bagarre aujourd'hui. Belle étape de cyclisme. J'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. Allez, on regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou. Les coureuses au top, Bianca Vass. Ouais, elle pourra dire merci à Liane Lippert, qui lance son sprint beaucoup trop tôt. Parce qu'elle avait oublié que c'était un sprint en montée. Liane Lippert, elle doit lancer au moins aux 300 mètres. 350 mètres, 300 mètres. Voilà, elle lance beaucoup trop tôt pour un sprint de cette manière-là. Mais Bianca Vass, je vous l'avais dit, je vous l'avais mis parmi mes favorites. J'avais dit sur une arrivée comme ça en boss, c'est une fille qui est très dangereuse. Elle a un profil, je dirais, Sagan Matthews, quoi. Elle a un profil très bon sur les sprints. Peut-être plus même, je dirais Van Avermaet. Mais le Van Avermaet de 2016, 2015-2016. Et Bianca Vass, elle a vraiment des très très grandes qualités. Et elle sait vraiment faire des bons sprints, Bianca Vass. Elle a les qualités pour faire des bons sprints. J'ai déjà vu faire. C'est une fille qui fait beaucoup de cyclocross, que j'avais vu aussi très performante aussi sur du cyclocross. Et vous savez pourtant que je n'aime pas le cyclocross.
mais je l'avais trouvée voilà, très intéressante de ce côté-là, Bianca Vas. Et puis c'est une fille qui est vraiment en constante progression. Voilà, elle a 22 ans, elle avait gagné l'année dernière sur le Giro Femmes, sur le Tour de Suisse féminin. Et c'est vraiment une fille qui progresse depuis l'année dernière, qui progresse très vite. L'année dernière, elle n'avait pas fait le Tour de France Femmes, on ne l'avait pas vu. Mais c'est vrai que l'étape qu'elle remporte à Sassari, c'était pas une étape toute plate non plus, hein. Il y avait une arrivée comme ça en bosse, elle bat quand même Digger, Clipper déjà ce jour-là, Persico, pardon, Rototo, et voilà Stone. Donc elle bat quand même du beau monde, et elle avait battu Marianne Vos qui avait fait 10e ce jour-là en passant, et on sait qu'elle a les qualités pour être performante sur ce type de terrain. On sait qu'elle a remporté également les championnats du monde espoir aussi, face à Brandon Roy et Anna Shackley sur le parcours, c'était le parcours de Glasgow, et elle avait fini, je crois, pas mal. Oui, elle avait fini 11e au classement global et vainqueur de cette course U23. Puis depuis le début de saison, 5e de la Volta NXT classique. Donc la Volta Limbourg mais version féminine. Sur le Tour d'Espagne, elle avait été régulière, 2e à Mocofar, 4e à Saragosse, donc ça c'était vraiment des bons résultats. Championne de Hongrie aussi. Sur le Tour d'Italie, par contre, ça avait été plus compliqué pour elle, mais là, elle a fait 4e des Jeux Olympiques aussi, hein, Bianca Vas, et sur une arrivée comme ça, c'est une fille qui est toujours extrêmement dangereuse. Donc voilà, c'est un bon résultat pour Bianca Vas à 22 ans. Il ne lui reste plus qu'une victoire sur la Volta. Elle aura gagné sur les 3 grands tours du côté de la concurrente hongroise. Et puis, ça fait du bien pour la Hongrie parce que c'est vrai qu'Attila Walter, ralentit un petit peu. Hein, on ne va pas se mentir qu'Attila Walter chez Visma Lease a Bike, les résultats étaient peut-être inférieurs à ce que je pouvais attendre de lui, ce que j'attendais un petit peu de lui. Donc voir voilà, Bianca Vas arriver à faire des bons résultats, c'est intéressant parce que ça amène des nouvelles nations. Alors il y a eu Laszlo Bodrogi du côté de la Hongrie, mais ça apporte quand même des résultats sur d'autres nations, et ça va peut-être recréer une dynamique du côté de la Hongrie, fille qui est à la SD Works depuis juin 2021, parce qu'avant elle était à la Dolticini, ça s'était pas totalement bien passé. Ouais, elle avait même rompu son contrat au mois de mars, voilà, de Ticini, avant d'arriver chez SD Works au mois de juin de cette année 2021. On poursuit, deuxième fille au top, Neviadoma. Là, elle n'a pas hésité, Neviadoma, aujourd'hui. Elle a été vraiment opportuniste. Bon, elle échoue à pas grand-chose dans le final, mais elle met quand même beaucoup d'énergie avec Chloé Dygert aussi, pour essayer de créer l'écart. Et puis Neviadoma, je le dis toujours, mais elle n'a pas de punch, et là ça se voit, Neviadoma elle n'arrive pas à faire la différence par rapport à une Bianca Vas. Mais c'est vrai qu'elle mériterait de gagner un grand tour, Neviadoma, elle mériterait. Alors je ne sais pas si elle va réussir à conserver ce maillot jaune, parce que Vollering va tout donner, je pense, notamment sur le dernier week-end de course, mais du côté de Neviadoma, elle fait quand même une bonne saison. On l'avait vu sur la Flèche Wallonne qu'elle avait gagné, mais elle fait une grande année, 4e également d'Estradé, 7e du Etnesblatt, 2e du Tour des Flandres aussi, 5e de Liège en termes de résultats, 4e également du Tour de Suisse féminin, sur le Tour du Turin j'avais pris la 7e place, 8e des Jeux Olympiques. C'est une fille qui est toujours là, c'est une fille qui ne déçoit jamais. Neviadoma. C'est-à-dire qu'elle est toujours présente en termes de résultats. C'est rare que je sois très déçu de Neviadoma. Elle a ce problème de punch, Neviadoma, depuis toujours quasiment, mais c'est toujours une fille qui arrive à avoir des résultats. Elle a toujours été dans cette structure, il faut le dire, Canyon SRAM, Rabo, depuis 2018. Elle est là, avant elle était à la Rabobank, mais elle est là chez Canyon depuis extrêmement longtemps. À l'époque, il y avait encore Pauline Ferrand-Prévot qui faisait de la route, pour vous dire. Il y avait Tiffany Cromwell également, encore dans cette équipe. Donc, c'était assez fort. Et là, c'est vrai qu'elle a un niveau en ce moment qui est vraiment très, très, très costaud aujourd'hui. Et je trouve que les résultats sont vraiment extrêmement bons du côté de
de Neviadoma. Puis on sait que c'est une fille qui est talentueuse, voilà, on sait que c'est une fille qui a toujours eu du talent, mais il lui manque les grands résultats. Est-ce que ça sera sur ce Tour de France? Ça c'est la grande question, mais il fallait assumer le statut de leader dans ce groupe de poursuite. Elle aurait pu dire, moi j'ai pas envie de rouler, je laisse faire Bianca Cavas ou je laisse faire Cédric Carbol. Et non, ou je laisse faire Faulkner qui est championne olympique. Non, elle a pris ses responsabilités, elle a mis Chloé Digert à rouler. Pourtant Chloé Digert elle aurait pu également jouer sa chance aujourd'hui. Eh bien non, ça a été tout pour Neviadoma. Elle prend la deuxième place, elle prend le maillot jaune. Alors sur Vollering, l'écart n'est pas énorme, hein. Vous avez une 19. Vollering est en capacité de les reprendre, mais encore une fois, comme j'ai dit, une chute à 60 km/h, c'est jamais une chute anodine. Et là, il faudra voir quand même les conséquences pour Demi Vollering du côté de la néerlandaise. Mais ouais, bravo Neviadoma, belle deuxième place aujourd'hui. Elle prend en plus des secondes de bonification. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Et puis je termine avec Cédric Carbaol. Belle 7ème place de Cédric Carbaol qui fait quand même un Tour de France intéressant jusqu'à maintenant. Alors, elle a eu un peu du mal hier. Cédric Carbaol, elle perd, je crois, une vingtaine de secondes sur le groupe Juliette Labousse. Mais là, aujourd'hui, vraiment un bon résultat pour elle avec cette 7ème place. Alors, elle coince un peu sur la fin, un peu comme Juliette Labousse hier sur l'étape de Liège. Là, ça a été un petit peu pareil pour Carbaol. Elle coince un peu sur la fin. Mais je trouve que le résultat est très intéressant. Ça la replace dans le top 10 du général. Là aussi, pour le moment, elle est très très bien placée. C'est un terrain très puncheuse. C'est pas forcément là aussi le terrain le plus évident pour elle, même si c'est une fille qui a de la puissance. Le changement de rythme, c'est pas forcément là où elle est la meilleure pour le moment. Et je trouve que voilà, une 7ème place aujourd'hui, c'est très bien avec Lucinda Brandt. Elle reprend plus d'une quinzaine de secondes sur le groupe Music, Balsamo, Labousse, avec Thalita de Jong également dans ce groupe-là. Donc c'est un très très bon résultat voilà, pour la concurrente française et pour la Ceratizit également, qui pour la première année en World Tour et qui pour le moment tient plutôt la cadence sur ce Tour de France aussi. Donc bon résultat, voilà, parce qu'on a vu aussi un petit peu Marta Lahr, également la polonaise. Donc bien, voilà pour Cédric Carbaol, et puis on espère que ça va continuer sur ce beau week-end qui arrive, cette fin de course qui va être sacrément costaud. Morteau, ça va être un apéritif de ce qu'on aura sur les 2 derniers jours de course, notamment dimanche, l'Alpe d'Huez, qui va être extrêmement dur, avec je pense pas mal de public du côté de l'Alpe d'Huez. En plus, ça sera une arrivée un petit peu plus tardive. Ça sera vers 18h que ce qu'on a eu sur ce Tour de France Femmes, avec des arrivées plutôt à 15-16h, sauf pour le contre-la-montre, sauf mardi où c'était une journée atypique, avec les 2 étapes dans la même journée. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne de cette étape, et on commence avec Demi Vollering, bien entendu. Grosse chute pour Demi Vollering. Une chute qui aura des conséquences foncièrement. Une chute à 60 km/h, c'est pas même une chute anodine à ces vitesses-là a une importance. On est dans une section en faux plat descendant, on a 55, 60 km/h, ça tombe fort, elle tombe vraiment fort. Demi Vollering, il n'y a pas. On dit toujours, il n'y a pas de chute anodine. J'ai réussi une chute à 40, à 30-40 à l'heure où tu tombes dans une zone où tu tombes dans l'herbe. Bon, les conséquences ne sont pas si énormes que ça. Là, on est sur une chute déjà où elle est tombée fort. Je ne sais pas si elle a tapé, j'ai l'impression, le trottoir vraiment très fort au niveau des fesses. Donc là, il faudra voir s'il n'y a pas des problèmes au niveau coccyx, parce qu'elle avait l'air vraiment d'avoir une douleur bas du dos, fesses. Ça, c'est pas très rassurant, parce que on se souvient notamment à certains Thibaut Pinot qui s'est retrouvé dans la même situation. Et du côté de Vollering, de toute manière, même s'il n'y a pas de fracture, s'il n'y a pas de choses cassées, elle ne sera pas à 100% samedi et dimanche. Bon, la grande question est de savoir est-ce qu'une Vollering à 90%, 80% de ses capacités est en capacité d'aller chercher Neviadoma. C'est ça la vraie question. Et de reprendre une minute sur Neviadoma.
parce qu'on sait très bien que samedi et dimanche, je serais surpris si elle était vraiment à 100% samedi et dimanche. Je serais surpris, hein, parce que pour moi, là, elle est tombée quand même extrêmement fort. Et puis surtout, alors Jalabert disait elle est pas repartie, comme si c'était une faute de sa part, comme si dans le cyclisme féminin, on ne savait pas qu'il fallait repartir le plus vite possible. Sauf que quand tu regardes bien, je pense qu'au départ, elle a une vraie douleur à la jambe. Alors je ne sais pas si c'est suite au choc, si c'est une petite décharge électrique, je ne sais pas à ce moment-là, mais elle a vraiment mal. Je trouve qu'à l'arrivée, c'est pas un rectus de souffrance due à l'effort, mais j'ai l'impression qu'il y a une douleur autre. Parce que dans la tête qu'elle fait, il y a une tête de déception, hein, forcément, mais je trouve qu'il y a une vraie sensation de douleur, de souffrance. Mais pas de souffrance, on va dire, classique, musculaire à l'arrivée d'une étape. J'ai l'impression beaucoup plus une souffrance physique d'une blessure. C'est ça qui m'inquiète du côté de Vollering. Elle regagne pas de temps sur la fin. Quand on regarde elle ne regagne pas de temps sur le groupe de tête, hein, sur le groupe Nevia Doma et autres, mais elle perd aussi du temps sur le peloton, qui pourtant, le peloton a repris 2-3 secondes dans le dernier kilomètre. Elle perd une quinzaine de secondes sur le dernier kilomètre, hein. Je pense Vollering. Ça veut dire qu'elle n'a pas fini si fort que ça, Demi Vollering. Donc elle a vraiment souffert. Et je pense que c'était pas qu'une souffrance, on va dire musculaire, une souffrance liée à l'effort. Je pense qu'il y a une vraie souffrance physique. Moi, la manière dont elle se tenait le bas du dos, ça m'a rappelé, oui, les images de Thibaut Pinot qui essayait de se décontracter le dos, mais ça n'avait pas marché. Quand on tombe à cette vitesse-là, ça a forcément des conséquences. Et puis la nuit, hein, parce que donc là, elle était écorchée au niveau de la fesse gauche. C'est un endroit où, encore une fois, hein, quand tu es écorché à ce niveau-là, alors déjà, il faut désinfecter. Il y a peut-être des bouts de gravillon qui sont incrustés dans la peau, hein, pas très agréable. Et puis après, pendant la nuit, les draps, ça peut un peu gêner une nuit. Et on sait très bien que il faut quand même récupérer, même si c'est une course qui est plus courte que chez les garçons. Il faut récupérer, la récupération est importante dans une course par étape. Donc c'est pas très rassurant. Et puis je crois que Fischer Black également est tombé dans cette équipe, donc qui est un peu le lieutenant, je dirais, de Vollering. Donc c'est pas bon non plus pour elle. Donc ouais, vraiment une mauvaise journée. J'ai envie de dire qu'elle perd elle a que 1,20, mais bon, toute l'avance qu'elle avait forgée sur les 2 jours précédents, sur les 2 étapes précédentes, est tombée à l'eau désormais du côté de Vollering. Peut-être une déconcentration, mais ça allait très très vite. J'ai l'impression vraiment que la route n'était pas très propre. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y avait des gravillons à cet endroit-là, parce qu'on voit qu'elles n'arrivent pas à rectifier la situation. Elles vont tout droit, elles n'arrivent pas à rectifier la situation. Donc vraiment une mauvaise journée pour Vollering, surtout qu'à ce moment-là, il était super bien placé. Donc, et puis vu le final, ça aurait pu lui convenir à Demi Vollering. Donc grosse déception pour la concurrente néerlandaise. J'espère me tromper sur sa condition physique, mais j'ai un peu peur quand même. Puis on dit toujours, c'est 48 heures après qu'on ressent vraiment les conséquences d'une chute. 48 heures après, c'est une arrivée au sommet. Alors certes, c'est pas l'arrivée la plus compliquée, hein, c'est le Grand Bornand, mais ça reste une étape qui va pas être évidente. L'étape du Grand Bornand, c'est 3000 mètres de dénivelé positif. Voilà, donc, et avec des montées qui ne sont pas forcément extrêmement connues, j'ai envie de dire, sur le parcours. Donc il faudra le prendre en compte. En plus, c'est une étape quand même qui sera la plus longue de ce Tour de France, 166 km avec 3000 mètres de dénivelé positif, donc ça va pas être évident. Et là, ouais, elle a vraiment souffert sur cette journée, hein, Vollering, donc on espère que ça ira mieux. Mavi Garcia, ouais, elle finit loin. Mavi Garcia, alors peut-être gênée par la chute, mais Mavi Garcia aujourd'hui finit 60e, c'est-à-dire derrière Demi Vollering. Je me dis quand même que elle a souffert également sur cette étape, Mavi Garcia. Ça devait être elle, en plus elle est tombée. Non, elle est tombée parce que c'était la 161, Mavi Garcia de Liv. Donc oui, il y avait le dossard 1. Donc oui, je suis con chez Liv. Elle est tombée. Oui, c'est elle qui est tombée chez Liv, le dossard 71. C'était elle.
Ouais, bah, pas de bonne nouvelle, hein, Mavi Garcia, parce qu'elle est maintenant à 4 minutes au général. Donc, autant te dire que déjà pour la victoire, c'est mort. Mais même pour le top 10, ça va pas être facile. Parce que quand tu regardes Mavi Garcia, il y a Sarah Gigante qui est devant. Vous avez Marcus qui est devant, Realini qui est devant, Evita Music qui est devant, Liane Lippert encore, Magnaldi aussi chez UAE. Est-ce qu'elle est en capacité d'aller remonter ces concurrentes-là? Je ne suis vraiment pas sûr. L'histoire du Tour de France et de Mavi Garcia est quand même une histoire sans réussite jusqu'à maintenant. Parce que c'est vraiment une course où elle passe à côté. La première édition, l'étape des chemins blancs, est rédhibitoire pour elle. Enfin, elle est vraiment en difficulté sur cette étape des chemins blancs. On se souvient du dépannage où elle est au milieu de la route, elle est à deux doigts de se faire écraser. L'année dernière, elle est obligée d'abandonner avant l'étape de Pau. Voilà, elle n'est jamais dans le coup en haute montagne. Et là, cette année, bah ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Parce qu'elle qui a fait des résultats sur le Giro, déjà, n'arrive pas à s'en sortir sur cette Vuelta, donc sur ce Tour de France, pardon. Et là, début de course qui est vraiment pas bon, hein, parce qu'à Rotterdam, elle finit 58e du chrono. Liège, surtout à Liège, elle perd du temps. Amnéville, donc aujourd'hui, elle perd aussi beaucoup de temps, la concurrente espagnole. Donc ouais, déception pour Mavi Garcia, qui a 40 ans, n'arrive pas, ne s'en sort pas sur ce Tour de France Femmes. Là aujourd'hui, ouais, c'était très compliqué pour elle. Elle perd du temps, elle fait partie de la chute. Donc voilà, pas une très bonne journée pour Mavi Garcia. C'est dommage parce que Liv la protégeait plutôt pas mal dans le peloton. Elles étaient souvent très proches d'elle. Mais bon, une chute comme ça qui arrive dans les 10-15 premières positions du peloton, il n'y a pas grand chose à faire c'est pas simple de l'éviter. Forcément, c'est une mauvaise nouvelle pour elle parce que il faudra reprendre la course en étant à 4 minutes. Forcément, tu pars sur d'autres objectifs que le général. Il va falloir partir en échappée pour tenter peut-être d'aller chercher quelque chose. Il y aura 2 étapes pour ça. Mais bon, il faudra réussir à résister à des Vollering, à des Neviadoma. Ça va pas être si facile que ça. Si Vollering, encore une fois, est au top de sa forme, ce qui n'est pas sûr du tout. Puis je termine avec Realini. Alors vous allez me dire, t'es dur, Realini, elle finit quand même dans le premier groupe. Ouais, elle finit dans le premier groupe. Alors déjà, je rappelle que Realini, au général, pour le moment, elle est à 1,44. Avec ses 20 secondes de pénalité qui lui coûtent très cher. Mais quand on regarde bien Gaïa Realini, elle est dans le groupe, certes, Juliette Labousse et Evita Music, mais alors, elle est lâchée quand même elle est lâchée dans la côte de Montjoie, la montagne. Elle est lâchée très vite. Voilà, à Montjoie, la montagne, elle a souffert. À Bray, déjà, c'était pas exceptionnel, mais alors à Montjoie, la montagne, elle est en grande difficulté. On est sur une côte de 4e catégorie. Alors, même si ça roulait vite pour revenir, encore une fois, sur les filles de tête, je trouve que ça fait quand même un peu mauvais genre du côté de Gaïa Realini. Et puis, encore une fois, l'écart, hein, au général, qui est assez loin, mais je la sens pas en grande condition physique. Je la sens pas exceptionnelle, Gaïa Realini. J'ai l'impression que là, elle est un petit ton en dessous. C'est pas simple aussi, hein. C'est une fille qui a vraiment percé l'année dernière dans le monde professionnel. Repartir sur une nouvelle saison n'est pas toujours évident, surtout que l'année dernière, elle court quand même 41 jours de course. Parce qu'elle fait le Tour de l'Avenir, elle fait pas le Tour de France, mais elle fait le Tour de l'Avenir où elle gagne à Megève notamment. Elle finit 9e des championnats du monde de gravel, 4e du Giro dell'Emilia. Là, le début de saison est correct, hein, 4e de l'UAE Tour, 5e de semaine internationale de la communauté de Valence, 2e du Tour d'Extrémadure et 7e du Tour de Suisse. Mais c'est vrai qu'elle a abandonné la Vuelta, où elle passe à côté sur cette course-là, pas au top physiquement. Sur le Giro, elle fait 7e. Mais là, sur ce Tour de France, j'ai l'impression qu'elle n'a pas l'énergie. Après, c'est la première fois qu'elle enchaîne les 2 courses. Même s'il y a un mois d'écart entre ces 2 épreuves, c'est pas si évident que ça d'enchaîner comme ça 2 courses importantes, 2 objectifs importants en un mois.
C'est peut-être là le problème de la concurrente italienne. Mais là aujourd'hui, ouais, sur des côtes qui, normalement, tu dois être au niveau avec les Juliette Labousse et autres, c'est l'une des rares qui a été distancée, Gaiara Alini. Donc, ouais, pas une super journée, malgré le fait que le classement soit pas catastrophique pour elle, quand même. On regarde tout de suite les classements pour finir cette vidéo. On regarde les différents classements de cette vidéo. Pour finir, on commence avec le classement de l'étape. Victoire de Bianca Vas devant Nevia Doma, Lippert et Faulkner. Toutes les 4 sont dans le même temps. Mais Nevia Doma et Bianca Vas ont pris 10 secondes et 6 secondes de bonification. Il y a Lippert 4 secondes. On retrouve ensuite donc Faulkner. Northgard qui a roulé, Lucinda Brand, Kerbaol, la française. Et ensuite, on a un groupe à 28 secondes avec notamment Evita Music, avec Juliette Labousse, notamment avec Soto de la Laborale Kucha. On a Magnaldi, on a Pug Peters également dans ce groupe-là. On a Réjeanne Marcus, Cécile Ludwig, Gaïa Realini. À 35 secondes, vous avez Sarah Gigante et Anne Santesteban. Vous avez Ardegues qui était dans l'échappée à 1,07 qui a pris donc 4 secondes de bonif. Vous avez Grace Brown à 1,22 avec Elisabeth Denian, les équipières. Et puis on redescend un peu avec Amber Crack, avec surtout Demi Vollering à 1 minute 47. Chloé Daigert est derrière. Yara Castelline à 2 minutes 11. Mackay à 2,22. Et puis Mavi Garcia donc à 2 minutes 38 aujourd'hui. Kim Lecourt à 4 minutes 22 également. Et puis derrière vous avez des filles qui ont été lâchées un peu plus tôt dans la journée. 3 abandons. Magdalene Valdière, Pfeiffer Gorgi et Spela Kern également, la concurrente de la Cofidis qui avait abandonné très tôt dans la journée. Gorgi et Valdière, c'était dans le final de cette étape. On repart tout de suite du côté du général. La tête désormais pour Katarzyna Niewiadoma avec le maillot jaune devant 19 secondes d'avance sur Faulkner. Et vous voyez que c'est grâce notamment aux 14 secondes de bonification. Vous avez ensuite Pug Peters à 22 secondes. Cédrine Kerbaol et Juliette Labousse sont 4 et 5 pour le moment. Vous avez ensuite Aïta de Jong, Van den Roy, Roy Yakers, du côté de la Phoenix de Conins 8e, Vollering 9e, Diane Nipper 10e. Roy Yakers qui ne fait pas de bruit pour le moment, la néerlandaise. Evita Music est 11e à 1,21, donc elle n'a pas suffisamment repris de temps pour passer devant Vollering, 2 secondes derrière. Gaïa Realini est 14e, Réjeanne Marcus 16e, pas au mieux également Réjeanne Marcus aujourd'hui, Magnaldi 20e. Gigante 23, Simone Boilard qui est dans le top 30 pour le moment, la concurrente canadienne du côté de la Uno X. Mavi Garcia 31e, juste devant Anne Santesteban de la Laborale Kucha, et puis donc Fisher Black, Kim Lecourt, Anna Anderson, elles ont perdu, Noémie Rugg également ont perdu beaucoup de temps parce que la chute s'est déroulée également chez le EF1 du côté de cette formation. Pour le moment, la lanterne rouge, c'est Vilma Ntila avec 41 minutes de retard et 4 secondes du côté de ce classement. Juste devant, on a Mickey Dox pour 3 secondes et Sylvie Zwinkels parce qu'on du côté de la Roland. Je rappelle également que du côté de la formation Taskent, voilà, il faut en parler quand même de Taskent, il n'y a plus qu'une concurrente depuis hier, c'est Yamina Kuskova qui est 76e. On poursuit avec le classement par points. C'est Charlotte Kohl qui est en tête. Marianne Vos a repris du temps aujourd'hui comme Vibus, parce que Kohl a un peu souffert sur cette étape. Niewiadoma 4, Bianca Vas 5e pour le moment dans ce classement. Maillot à poids, c'est Pug Peters qui est toujours en tête devant Silvia Persico. Castelline, Guéquiereux sont 3 et 4 avec Niewiadoma 5e. Du côté du classement du maillot blanc, c'est Pug Peters qui est en tête avec 45 secondes d'avance sur Cheyenne Van den Roy. Marion Brunel est 3e. Et vous retrouvez Van Empel et Bradbury un petit peu plus loin. Du côté du classement par équipe, c'est la Lidl Trek qui est en tête devant la Movistar Jane Surance à 2,28. Vous avez la Visma, FDJ Suez et puis Arkea Saint-Michel sont 16 et 17 avec la Cofidis 19e, et donc il n'y a plus Tasken dans ce classement, la dernière équipe, et donc désormais Roland, l'équipe suisse,
Je comprends toujours pas comment cette équipe peut rester en World Tour, vu le niveau, qui est 21e. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!